but de ce premier exposé, c'est de donner un peu l'état des connaissances, de faire un point sur ce qu'on sait aujourd'hui du changement climatique, passé, présent et futur. Je vais commencer, en fait, cet exposé va être en 3 temps. D'abord, je vais poser un certain nombre de constats sur ce qu'est aujourd'hui la réalité du changement climatique à l'échelle planétaire. Le changement climatique est un phénomène planétaire. Il est induit par les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'humanité sur la planète entière. Et donc, on ne peut pas se passer de faire cet état des lieux à cette échelle-là. Ensuite, je vais essayer de présenter un peu certaines des manifestations attendues du changement climatique à l'échelle de la France et à l'échelle du Pays Basque pour certaines d'entre elles, en insistant sur certains des risques qui sont attendus comme particulièrement impactants pour ce territoire-là. Et puis, je discuterai un peu des conséquences en termes d'impact sur la société de ce changement climatique et d'expliquer pourquoi quelques degrés de plus en moyenne planétaire annuelle, finalement, ont de multiples impacts sur de multiples activités humaines et écosystèmes naturels. Voilà. Donc, je vais commencer avec un premier point sur... alors, je vais faire oui, parenthèse, je vais faire cette présentation comme le font souvent les scientifiques, en m'appuyant sur un certain nombre de graphiques, parce que je suis entouré de gens qui passent leur journée à regarder des graphiques comme ça. Mais donc, il ne faut pas hésiter à faire un signe s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je peux passer plus de temps pour les expliquer. Voilà, donc le premier graphique qui est montré sur cette diapo ici, c'est un peu la variable la plus regardée et la plus scrutée par les climatologues depuis plusieurs décennies maintenant, et de pire en pire au fil du temps, c'est l'évolution de la température moyenne planétaire. Donc on mesure la température, la même que celle du bulletin météo, qu'on mesure la température de l'air à proximité de la surface. On fait ça sur toute la planète et on fait la moyenne de ça et on regarde comment cette variable-là évolue dans le temps. Les meilleures reconstructions qu'on arrive à faire de cette quantité, elles démarrent à peu près au milieu du 19e siècle, en 1850. Donc ici, la courbe démarre en 1850 et puis on arrive jusqu'à la dernière année observée en intégralité, qui est 2023. Et vous pouvez voir sur cette courbe donc une transition d'un climat qui était relativement stable au début de la période, à la fin du 19e siècle et puis le début du 20e. Une première phase de réchauffement, la première moitié du 20e siècle, une phase de pause, et ensuite, au cours des dernières décennies, un réchauffement qui se prolonge dans le temps, sur un rythme relativement rapide. On est déjà à 0,2 degrés par décennie à peu près, par période de 10 ans. Et puis, donc, l'année 2023, qui a fait beaucoup couler de l'encre dans la presse générale et évidemment de l'encre des scientifiques aussi en termes de publication, qui est devenue l'année la plus chaude jamais observée sur Terre, avec un événement El Niño qui a participé à se battre ce record. Et du reste, ce n'est pas un record qui va tenir très longtemps, puisqu'on sait désormais, on est déjà début octobre, on sait qu'a priori 2024 devrait battre ce record de 2023 pour devenir à nouveau l'année la plus chaude. C'était plutôt attendu étant donné l'événement El Niño en cours, mais ça reste remarquable par rapport à l'évolution de cette courbe. Donc, à partir de l'analyse de ces données, le dernier rapport du GIEC, 6e rapport du GIEC, publié en 2021, donc il y a déjà 3 ans, indiquait, pour la dernière décennie observée à ce moment-là, donc la décennie 2010-2019, indiquait 1,1 degré de réchauffement en moyenne planétaire. C'est ce qui est montré dans cette figure qui est issue du résumé pour décideurs de ce rapport. Et une autre conclusion importante de ce rapport était que la quantité de réchauffement imputable aux activités humaines sur cette même période de temps, c'était 1,1 degré, c'est-à-dire exactement le même chiffre. Ce qui indique plutôt, ce qui montre que l'intégralité du réchauffement observé depuis la période pré-industrielle, le 19e siècle, est la conséquence des activités humaines. Activités humaines qui passent principalement par 2 moyens. D'une part, l'émission de gaz à effet de serre. Donc c'est ce qui est montré sur... Donc ici, vous avez le réchauffement total, le réchauffement imputable aux activités humaines. Ici, la part imputable au gaz à effet de serre. Et vous pouvez voir que c'est nettement plus que le réchauffement qui a été observé, parce que les gaz à effet de serre déjà émis sont responsables d'un réchauffement d'à peu près 1,5 degré en moyenne planétaire. Et une partie de ce réchauffement a été masquée par d'autres activités humaines, qui sont les émissions d'un certain nombre de particules en suspension dans l'atmosphère, qui réfléchissent le rayonnement solaire et qui donc diminuent la température en surface. C'est un effet masquant qui joue pour à peu près 0,4 degrés. Ça, c'était l'évaluation au moment de la publication du rapport, il y a 3 ans. La remise à jour d'un certain nombre de chiffres, qui est maintenant faite régulièrement sur une base annuelle par la communauté scientifique, indique qu'on est désormais à 1,3 degré de réchauffement imputable aux activités humaines. Donc ça, c'est un chiffre qui a été remis à jour pour l'année 2023 sur la base des observations disponibles jusqu'à 2023 inclus. Donc ça, c'est un chiffre qui est directement comparable à celui des objectifs de Paris,
objectifs des accords de Paris étaient de maintenir le climat en dessous de 2 degrés de réchauffement planétaire et si possible en dessous de 1,5 degré. Là, aujourd'hui, on est à 1,3, on est un peu plus haut que 1,3 déjà. Donc sur le rythme actuel d'augmentation de la température, le 1,5 sera atteint dans moins de 10 ans, probablement un peu après 2030. Et à la limite, si on extrapole encore ce rythme, on peut penser que, toujours si le rythme actuel du réchauffement, sous-entendu le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se maintient, les 2 degrés seront atteints probablement autour de la moitié de ce siècle, peut-être même un peu avant. Voilà, pour la température. Alors maintenant, je vais faire, bon, c'est probablement une piqûre de rappel par rapport au public qui est présent dans cette salle, mais un petit point sur, en fait, pourquoi ce réchauffement? Qu'est-ce qui se passe derrière ce réchauffement? Et souligner donc le rôle majeur joué par les émissions de gaz à effet de serre. Ici, vous avez 3 courbes qui montrent chacune, au cours des 2000 dernières années, l'évolution des concentrations atmosphériques de 3 des principaux gaz à effet de serre. En haut, le CO2, au milieu, le méthane, en bas, le N2O. Et en fait, ces 3 courbes racontent exactement la même histoire. Elles racontent l'histoire d'une composition de l'atmosphère terrestre qui a été stable pendant l'essentiel de ces 2 millénaires, jusqu'au tournant de la période industrielle à peu près, le début du 19e siècle, et ensuite une augmentation rapide, une augmentation qui est brutale par rapport à cette échelle de temps et qui en fait ne cesse à ce jour d'accélérer. La cause de cette augmentation, ce sont donc les émissions de l'humanité d'un certain nombre de ces espèces chimiques. Ici, vous avez les émissions totales de l'humanité en gaz à effet de serre. Il s'agit bien d'émissions annuelles. Donc, c'est la quantité qui, chaque année, est envoyée, en plus de ce qu'on a déjà envoyé par le passé, dans l'atmosphère. Avec donc le CO2, d'une part, lié à la combustion des énergies fossiles. C'est de loin le terme le plus important ici. Le CO2 lié à un certain nombre de changements d'affectation des terres, et donc ça couvre notamment tout ce qui concerne la déforestation. Les forêts sont des grands stocks de carbone et la déforestation tend à renvoyer une très grande partie de ce carbone dans l'atmosphère. Et puis les autres gaz à effet de serre importants, notamment le méthane, CH4 et d'autres que je ne vais pas détailler ici. Ce que montre ce graphique, c'est que pour l'instant, ces émissions annuelles de l'humanité continuent d'augmenter. La valeur en 2023 a établi un nouveau record. Derrière pour éviter toute ambiguïté, voilà, derrière ce terme de CO2 issu de la combustion des énergies fossiles, il y a 3 énergies fossiles, et c'est ce que montre le graphique à droite. À nouveau, vous avez l'évolution dans le temps de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en l'occurrence ici seulement, liées à ces 3 principales énergies fossiles. Le gaz dit naturel, il est présent naturellement dans le sous-sol, comme le pétrole et comme le charbon, pas de problème. Le pétrole, et puis le charbon, en haut, qui reste le principal contributeur en termes d'émissions de CO2 à échelle planétaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfois mal connu. La France et une grande partie de l'Europe, c'est essentiellement détourné du charbon, en bonne partie parce qu'une bonne partie du charbon présent dans le sous-sol ici a déjà été brûlé, il n'y en a plus, mais pour d'autres raisons également. C'est un combustible qui voyage assez mal. À échelle planétaire, l'humanité n'a jamais brûlé autant de charbon qu'en 2023. Donc ça reste, le combat contre le charbon reste quelque chose de tout à fait majeur à échelle planétaire. Ensuite, alors là, il y a un graphe qui a disparu, c'est étonnant, mais ça arrive parfois. Celui-ci, il est vide, donc je vais le raconter moi. Ensuite, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont faites sur la façon dont vont évoluer dans le futur nos émissions de gaz à effet de serre et en fonction de ces émissions, la température moyenne de la planète. Ici, vous avez les différents scénarios pris en compte par le GIEC pour faire cet exercice de projection. Et puis, à droite, vous n'avez pas donc le résultat en termes d'évolution de la température moyenne planétaire que je vais vous raconter. Il y a essentiellement 3 familles de scénarios. Des scénarios dans lesquels on fait l'hypothèse d'une politique d'atténuation et de réduction des émissions majeures. À nouveau, ici, je parle uniquement de l'échelle planétaire, avec une réduction des émissions. Donc ici, c'est les émissions annuelles de CO2, je vais expliquer un petit peu ce graphique, entre 2015 et 2100. Donc on regarde pour le 21e siècle la façon dont l'humanité réagit face à ce risque
de changement climatique très très importants, soit en diminuant les émissions annuelles de CO2 jusqu'à les rendre négatives en fin de siècle, ce qui fait l'hypothèse qu'on a des technologies capables de capturer une partie du carbone présent dans l'atmosphère. À ce stade, c'est vraiment une hypothèse, on ne sait pas faire ça aujourd'hui. On a des scénarios intermédiaires dans lesquels les émissions augmentent lentement pour la période actuelle, se stabiliser essentiellement autour du milieu du siècle et puis décroissent également sur un rythme relativement lent à la fin du XXIe siècle. Et puis on a des scénarios dans lesquels on continue à avoir un recours accru aux énergies fossiles. On a ce qu'il faut dans le sous-sol pour encore brûler du pétrole et surtout du charbon pendant très longtemps. Et donc on a les ressources potentiellement dans le sous-sol pour continuer à appuyer sur la pédale d'accélérateur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En fonction de ces différents niveaux d'émissions, la température de la planète augmente un peu. Ces scénarios-là sont typiquement des scénarios cohérents avec les accords de Paris, avec une stabilisation donc, de la température soit vers 1,5 degré dans ce cas-là, ou 2 degrés dans le courant du XXIe siècle. Un peu plus dans les scénarios intermédiaires, qui nous amènent à peu près à 3 degrés en fin de XXIe siècle, et nettement plus dans des scénarios de fortes émissions, 4 degrés ou 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne planétaire. Quand je décris la moyenne planétaire ici, il s'agit toujours de la moyenne pour l'ensemble de la planète. La planète est couverte à 2/3 par des océans, et les océans se réchauffent nettement moins que les continents. Donc le réchauffement sur continent est sensiblement plus important que les chiffres que je donne ici, 30% environ. Le point clé de ces dernières analyses sur l'évolution future du climat, c'est que finalement, il y a une façon de voir les choses assez simples, qui est que l'ampleur du réchauffement actuel et futur est proportionnelle aux émissions cumulées à travers le temps, l'ensemble de l'histoire, de CO2. C'est un résultat qui a été de plus en plus, disons, discuté par la communauté scientifique depuis quelques décennies maintenant. Et c'est pour cette raison, chaque tonne de CO2 émise contribue au réchauffement en rajoutant une fraction de degré supplémentaire. Et chaque fraction de degré supplémentaire, ça c'est ce que je vais expliquer ensuite, contribue à augmenter les risques d'un certain nombre d'événements extrêmes qui sont favorisés par ce changement climatique. Où est-ce que, alors dans ce panache de différentes hypothèses, scénarios pour l'évolution future des émissions, où est-ce qu'on se situe actuellement ? En fait, ces hypothèses, elles datent d'il y a déjà 10-15 ans, et donc on peut commencer à resituer, donc c'est ce qui est fait sur ce graphique, en noir, les émissions effectives mesurées de l'humanité au cours des dernières années par rapport à ce panache de trajectoire. On est actuellement sur une période, donc je l'ai dit tout à l'heure déjà, d'émissions qui continuent à augmenter, mais elles augmentent sur un rythme relativement lent, notamment par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, par exemple pendant la décennie 2000. La décennie 2000 a été marquée par l'avènement industriel de la Chine, qui s'est développé massivement avec un recours au charbon, et une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre qui était très rapide à ce moment-là, de 3% par an, au-delà en fait des pires scénarios envisagés par les climatologues à cette époque-là. Donc moi je fais partie des gens maintenant qui étaient déjà dans la communauté à ce moment-là, et donc il y avait un peu la communauté était un peu désemparée parce que finalement même les scénarios les plus pires étaient en dessous de ce qui était observé. C'est plus du tout le cas, et je pense que c'est important de le dire. Il n'y a pas tant de bonnes nouvelles que ça sur le front du changement climatique. Il y en a une qui est que certes les émissions continuent à augmenter, mais elles augmentent plus du tout sur un rythme de scénario du pire. On est actuellement plutôt sur un scénario de type intermédiaire, avec des émissions avec, je dirais, un certain nombre d'efforts qui sont faits, mais des émissions qu'on n'arrive pas malgré tout à stabiliser, qui continuent d'augmenter lentement. Et donc, si on extrapole ce type de scénario pour le XXIe siècle, eh bien, ça pourrait nous amener dans un monde à plus 3 degrés en moyenne planétaire à la fin du siècle, et nettement plus en France, comme je vais l'expliquer bientôt. Voilà. Le dernier point pour le constat planétaire, c'est que ce réchauffement donc, moyen de la température, il s'associe à un certain nombre de changements, d'événements extrêmes, et c'est souvent via ces événements météorologiques ou climatiques extrêmes que finalement va être ressenti le réchauffement, et également les impacts vont se manifester via ces épisodes-là. Dans cette figure issue du 6e rapport du GIEC, il y a essentiellement 3... Alors c'est une figure très compliquée pour le coup, je vais peut-être pas tout expliquer dans les détails de cette figure. Le GIEC est très très fort aussi, savoir-faire vraiment pour faire des figures très très chargées en informations. Essentiellement, ce qu'explique cette figure, c'est que pour les canicules, pour les épisodes de fortes précipitations et pour les sécheresses agricoles, c'est-à-dire
des sécheresses en termes de eau disponible dans le sol. Il faut s'attendre dans soit la totalité pour les canicules, soit dans une majorité de régions, à une intensification et une multiplication des événements extrêmes de ce type, donc fortes précipitations, canicules, sécheresses, à mesure que le changement climatique s'intensifie dans le futur. Donc à nouveau, chaque tonne de CO2 induit un réchauffement additionnel qui induit également des risques de canicules plus fréquentes et plus fortes, d'événements de fortes précipitations plus intenses et plus forts, etc. Ça, c'était un des messages clés vraiment du 6e rapport du GIEC. Voilà, j'en arrive maintenant à essayer de préciser un peu en fait, les caractéristiques attendues du changement climatique dans nos régions. Alors le no ici, il est collectif au sens déjà la France, mais aussi pour un certain nombre de choses, le Pays Basque. Disons ce que j'ai pu trouver comme indication. Alors, à l'échelle de la France d'abord, l'observation de la température moyenne annuelle planétaire, elle montre une évolution qui ressemble qualitativement à ce qui est observé en moyenne planétaire. Hein. Un réchauffement ici, alors vous avez ici toutes les années de 1900 jusqu'à 2023, et puis les années 2022 et 2023 sont les 2 années records actuellement de température à l'échelle de la France. Donc, et puis toutes les températures sont mesurées en écart par rapport à une normale qui est calculée sur une période de 30 ans, qui est ici, période de 1991-2020. Raison pour laquelle, raison pour laquelle toutes les valeurs en début du XXe siècle sont froides, parce que le climat du début du XXe siècle était nettement plus froid que le climat des derniers 30 ans passés. Néanmoins, toutes les années récentes sont plus chaudes que ce climat de référence, et donc on est à peu près à un réchauffement déjà de 1,9 degré en moyenne nationale. J'ai cherché quelle était la plus longue série de données disponibles de température dans la région. J'ai trouvé SOCOA, qui est une série relativement longue, sémaphore de SOCOA, qui raconte essentiellement la même histoire. Vous avez en haut la France, en bas SOCOA. Voilà, il y a un peu moins de données disponibles en début de période, mais le réchauffement sur les dernières décennies est du même ordre. On a maintenant des études qui permettent d'affirmer que, également au niveau de la France, la quasi-totalité du réchauffement observé est la conséquence, le résultat des activités humaines, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Et on a maintenant également un certain nombre de précisions sur l'évolution attendue de la température dans notre pays en fonction du scénario d'émission. Notamment dans un cas d'un scénario intermédiaire tel que celui que semble suivre l'humanité actuellement, on peut s'attendre à un réchauffement qui approcherait 4 degrés à la fin du siècle, en 2100. Et donc ça, ce sont des chiffres qui ont été désormais en quelque sorte entérinés par le gouvernement, avec une trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique qui demande à toutes les collectivités et toutes les structures publiques, voire au-delà, de prendre en compte et de se préparer, de s'adapter à un changement climatique qui atteindra probablement 2 degrés en moyenne nationale dès 2030, c'est presque aujourd'hui, et quelque chose autour de 4 degrés, en tout cas c'est ce qu'on peut penser étant donné la trajectoire actuelle de la planète, d'ici la fin du siècle. En réponse à ça, on a un certain nombre de marqueurs, y compris des marqueurs régionaux du changement climatique déjà observés. Ici, ce sont des images du glacier d'Ossou. Le glacier d'Ossou, c'est au Vignemale. C'est pas très loin d'ici, à vol d'oiseau, donc je sais que c'est pas la communauté strictement, mais c'est quand même pas loin. Et c'est le plus grand glacier français disons le plus grand glacier des Pyrénées françaises. Il y a une image de ce glacier en 1911. Il faut remarquer en particulier dans cette image la hauteur de glace ici, au milieu du glacier, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. On peut voir que la forme même de la montagne a changé tellement l'épaisseur de la glace a diminué. Ça, c'était l'état du glacier en 2011. J'ai pas retrouvé la photo exactement prise du même endroit en 2023, mais la différence entre 2011 et 2023, elle est aussi très spectaculaire. Les glaciers des Pyrénées, essentiellement, d'ici 10 ans, il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées. Évidemment, il y a d'autres constats du même tonneau dans les Alpes, y compris sur des glaciers autrement plus volumineux que ceux des Pyrénées, qui sont tout autant affectés par le réchauffement. Alors ensuite, une fois qu'on a posé ces chiffres, 2 degrés, 4 degrés, un peu moins en moyenne planétaire, mais des chiffres du même genre, il y a une vraie difficulté, généralement, avec le grand public, qui est de dire, en fait, en quoi 2 degrés de plus, c'est vraiment quelque chose d'impactant, dans la mesure où, finalement, on est habitués tous à une température qui peut varier du matin à l'après-midi de 10-15 degrés, du jour au lendemain, parfois de 10 degrés quand il y a une perturbation qui arrive tout d'un coup, et puis également des variations importantes à l'échelle d'une saison.
Alors, pour une des techniques utilisées pour communiquer ce que signifie 2 degrés de plus, c'est de regarder, alors ici 4 degrés de plus, le calcul qui est fait là, il est fait pour 4 degrés de plus, c'est de regarder en fait où on trouve aujourd'hui, géographiquement, des climats qui ressemblent à ceux auxquels on doit se préparer pour le futur. Et donc c'est ce qu'a fait le gouvernement au moment de la publication de la TRAC, la trajectoire de référence pour l'adaptation, avec cette infographie qui montre en fait, alors on n'a pas de vignette ici pour le Pays Basque, pour Bayonne, bon, mais ce qu'on peut voir c'est que Bilbao, climat quand même comparable, hein, Bilbao on le retrouve à Lille, avec 4 degrés de plus, c'est à peu près ça qui se passe. Si on cherche en fait le climat de Lille dans le futur avec 4 degrés de plus, où on peut le trouver géographiquement aujourd'hui, on le trouve au Pays Basque. C'est ça que pèse 4 degrés. Et donc le climat actuel du Pays Basque, il faudrait le chercher en Espagne, assez loin au sud en Espagne. Mais en fait, assez loin au sud en Espagne, il n'y a pas d'endroit qui a une pluviométrie qui ressemble à celle du Pays Basque. Et donc en fait, ce genre d'exercice a des grosses limites. Ces exercices-là, ils sont faits sur la base d'une température moyenne annuelle, d'un cumul de précipitations moyenne annuelle, mais ils ne rendent pas compte de toutes les spécificités du climat. Et dans bien des cas, et c'est probablement le cas du Pays Basque actuellement, si on cherche où on trouve aujourd'hui le climat du Pays Basque, qu'on attend au Pays Basque à la fin du XXIe siècle, en fait, ce climat-là, il n'existe pas sur la planète. On va vers des climats qui sont différents de ceux qui ont été connus. On peut trouver des choses qui ressemblent un petit peu, mais on ne trouve jamais de bonnes comparaisons. Raison pour laquelle il faut se méfier de ce type de résultats. Et en particulier, il y a une autre conséquence à ça, c'est que quand on montre ça à des gens qui habitent en Île-de-France et qu'on leur dit vous allez avoir le climat de Montpellier, la première réaction, ça peut être youpi. Mais ce n'est pas la bonne réaction. Parce que quand on pense au climat de Montpellier, d'abord on pense qu'il y a la mer pas loin. Bon, pour Paris, ce n'est pas pour tout de suite quand même. Et accessoirement, on pense surtout à l'ensoleillement de Montpellier. Or, ce n'est pas du tout ça qui est fait là. Non, là, c'est la température de Montpellier, y compris les vagues de chaleur de Montpellier, avec toujours autant de nuages et toujours autant de jours de pluie dans l'année. Et du coup, ce n'est pas le même ressenti. Alors, maintenant, je vais focaliser un peu sur quelques phénomènes météo extrêmes ou dimensionnants pour un certain nombre d'activités. Alors, il y en a un qu'il faut prendre en compte, je pense, sur tous les territoires désormais, dont celui-ci, c'est évidemment le risque de canicule et donc de fortes températures, notamment en été. Le constat, il est assez simple. Hein. Dans un climat qui est plus chaud, les canicules vont devenir plus fréquentes, plus intenses, ça veut dire qu'on atteint des niveaux de température qu'on n'atteignait pas précédemment, plus longues, et affecter une période de l'année plus étendue. Là où on avait des canicules en juillet-août, en gros, il faut s'attendre à avoir demain des niveaux de température comparables atteints en juin, en septembre, et peut-être même un petit peu plus. Ce graphique ici, il montre, alors ce n'est pas pour le Pays Basque, c'est pour la France métropolitaine tout entière, les principales vagues de chaleur, au sens de la définition actuellement utilisée par Météo France pour définir ce qu'est vraiment une vague de chaleur, de la période 1947-2017. La plus grosse bulle ici, c'est 2003, qui reste l'événement le plus majeur à l'échelle du pays à ce jour, même si on peut penser qu'il sera assez vite battu au XXIe siècle. Et puis, comment évoluent ces épisodes en fait, au fur et à mesure du réchauffement. Donc, vous avez ici, d'une part, en jaune, un certain nombre d'événements qu'on attend se produire au cours de la période finalement actuelle, hein, maintenant 2020-2050, c'est le climat actuel, avec un certain nombre d'événements qui atteignent en intensité le niveau de 2003. Pour l'instant, on n'en a pas eu encore, mais on peut s'attendre à ce que ça réarrive plusieurs fois au cours des 20 ans à venir, en gros. Et ensuite, dans un scénario de forte émission de gaz à effet de serre, sur la base de ce qu'on définit aujourd'hui comme étant une canicule, on a des événements qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a connu dans le passé. Et c'est ce que montre cette chose-là. Alors, j'aurais pu expliquer un peu plus ce graphique. Vous avez ici la durée des événements en nombre de jours, la durée d'une vague de chaleur, et en ordonnée l'intensité de ces vagues de chaleur avec le niveau maximum de température atteint. En fait, ce que nous disent ces grosses bulles en haut à droite du graphique, c'est que dans un climat avec un réchauffement important de 4-5 degrés, on aurait des vagues de chaleur qui durent tout l'été en fait. Hein. Là, il n'y a plus qu'une seule vague de chaleur par année qui dure 80-90 jours, ça veut dire que c'est l'été. Donc on passe l'intégralité de l'été en situation de ce qu'on appelle aujourd'hui de crise, de vagues de chaleur avec des températures qui sont difficiles à gérer, notamment
dans le bâtiment, pour la santé, pour tout un tas d'impacts. Ça, c'est sur le volet durée et intensité. Et puis des intensités, je ne l'ai pas dit, hein, mais ça se voit, qui dépassent de loin ce qui a pu être observé en 2003. Des pics de chaleur plus intenses que par le passé, c'est déjà quelque chose qu'on a commencé à observer. Donc, le record que j'ai pu trouver pour cette région, c'est Biarritz l'été 2022. Peut-être certains d'entre vous étaient dans le Pays Basque à ce moment-là. C'était en juin. Une situation, en plus, c'était seulement en juin. Donc, on peut imaginer que la même situation météo, si elle s'était produite fin juillet, c'était déjà 2 degrés de plus. Bon, c'était déjà 43 degrés observés à Biarritz à ce moment-là. Le record actuel de température en France métropolitaine, c'est 46 degrés. C'est pas très vieux, ça date de 2019. Et donc, on peut se demander, effectivement, dans un climat qui va continuer à se réchauffer, jusqu'où on va aller en termes de niveau de chaleur. Et puis, évidemment, quels impacts sur tout un tas d'activités, dont les écosystèmes et l'agriculture, par exemple. Mais pas que. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est les changements de précipitations. Donc, la France, c'est une région, heureusement ou malheureusement, sur laquelle on a du mal à savoir si les précipitations, sur l'ensemble de l'année, vont augmenter ou diminuer. La France se trouve à la limite de 2 régions, la Méditerranée qui doit s'assécher, l'Europe du Nord qui s'humidifie dans un climat plus chaud. Pour la France, c'est un peu incertain. Ce qui est clair, c'est qu'on attend, sur l'essentiel de la métropole, des hivers plus pluvieux dans le futur, des étés plus secs. Donc il y a un contraste saisonnier qui va s'intensifier. Et en lien avec ça, on a un sujet sur les sécheresses et le manque de ressources en eau en été. L'illustration de ça, c'est des graphiques qui sortent du DRIAS. DRIAS, c'est un des portails opérés par Météo France pour fournir une information en fait, sur le caractéristique du changement climatique à l'échelle de la France. Ici, l'évolution du nombre de jours avec sol sec dans le climat de référence, fin du XXe siècle, dans une France à plus 2 degrés de réchauffement et dans une France à plus 4 degrés de réchauffement. Je me suis ici contenté de montrer le sud-ouest de la France. Vous pouvez voir ici où se trouve le Pays Basque. Hein. En fait, les valeurs qu'on attend dans une France à plus 4 degrés au Pays Basque, en termes de nombre de jours avec sol sec, sont à peu près ce qu'on observe aujourd'hui dans la vallée de la Garonne. Donc voilà, la plage de couleur que vous avez ici à plus 4 degrés, c'est à peu près ce qu'on trouve aujourd'hui dans la vallée de la Garonne, la région de Toulouse ou voilà, Agen. Par rapport à ce qu'est aujourd'hui le climat du Pays Basque, avec des précipitations qui sont notables, y compris en été, et donc qui permettent une certaine végétation de se développer, ce sera un changement important. Il y a un deuxième point sur lequel je vais pas revenir après, c'est l'augmentation des fortes précipitations, qui est une caractéristique générale d'un climat plus chaud. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau, et donc il y a plus de carburant pour des épisodes de fortes précipitations lorsque les conditions sont réunies pour faire retomber toute cette vapeur d'eau atmosphérique sous forme de pluie. Alors, c'est un sujet important pour le territoire, je pense, dans la mesure où ça rejoint un autre problème qui est la hausse du niveau de la mer. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est une des informations clés pour tous les territoires présentant une façade littorale. Alors, la hausse du niveau de la mer, elle est traitée avec 7 figures dans le 6e rapport du GIEC. Vous avez ici à nouveau le temps, 1950, 2000, 2100, et puis une extrapolation à plus long terme, parce qu'on sait que le niveau de la mer, c'est quelque chose de très lent. Ça met en jeu la fonte de glaciers de montagne ou de calottes glaciaires qui sont vraiment des gros objets qui mettent beaucoup de temps à s'adapter, à s'ajuster à un climat nouveau et plus chaud. Donc on sait que la hausse du niveau de la mer, même dans un climat qui serait stabilisé à 1,5 ou 2 degrés de réchauffement, la mer va continuer à monter pendant longtemps. Et donc c'est important de prendre en compte cette information sur l'évolution à long terme en fait, du niveau de la mer, raison pour laquelle le GIEC a voulu donner une estimation pour 2300. Donc on va beaucoup plus loin dans le temps, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte dès aujourd'hui. En fonction des différents scénarios de gaz à effet de serre dont j'ai parlé tout à l'heure, l'amplitude de la hausse du niveau de la mer attendue au XXIe siècle, c'est globalement entre 50 cm et 1 mètre pour des scénarios de plus fortes émissions. Néanmoins, on a toujours aujourd'hui, ça c'est à nouveau le but de cet exposé est de donner un peu une photographie de l'état des connaissances, on a toujours aujourd'hui des incertitudes importantes sur la vitesse à laquelle, notamment les plus
plus gros déterminants de la hausse du niveau de la mer, les calottes polaires, et notamment la calotte glaciaire antarctique, peuvent être déstabilisées par le réchauffement et donc peuvent fondre, raison pour laquelle le GIEC a jugé utile de préciser un scénario, un scénario de faible probabilité, mais de fort impact, dans lequel on aurait, dès ce siècle en cours, le 21e siècle, une hausse du niveau de la mer entre 1,5 et 2 mètres d'ici à l'échéance 2100. Alors, je n'ai pas parlé encore des chiffres pour 2300. Dans un scénario de faible émission, on aurait une hausse du niveau de la mer entre 50 cm et 3 mètres. Dans un scénario de fortes émissions, donc émissions qui concernent le 21e siècle, mais qui se prolongent au-delà, au 22e siècle, en gros, ces scénarios de fortes émissions, voilà, on est entre nous, on peut se dire qu'est-ce qu'il y a derrière. L'idée, c'est qu'on brûle tout le carbone fossile disponible dans le sous-sol. Donc toutes les réserves de gaz, de pétrole et de charbon sont brûlées pour fournir de l'énergie. Dans un tel scénario, on a une hausse du niveau de la mer en 2300 qui est estimée entre 2 mètres et 15 mètres. Et la hausse du niveau de la mer ne s'arrête pas en 2300. C'est un processus lent qui continue au-delà. Les calottes glaciaires actuellement disponibles sur Terre pèsent 6 à 7 mètres de hauteur du niveau de la mer pour le Groenland et à peu près 10 fois ça en Antarctique, 60 mètres. Donc, il y a de l'eau à faire fondre, il y a de la glace à faire fondre plutôt pour éventuellement continuer d'alimenter cette hausse à long terme. C'est un sujet important pour ce territoire, je pense, sans que je sois du tout un expert des risques sur ce territoire, évidemment pour le littoral, mais aussi pour tout ce qui est derrière, et notamment tout ce qui est bord d'Adour, bord de Nive, qui sont des régions qui sont affectées par des inondations liées à la concomitance d'une surcote, une élévation temporaire du niveau de la mer, éventuellement d'une marée, et puis d'une crue sur les rivières Adour, Nive. Et donc même la ville de Bayonne, on peut penser, est tout à fait concernée par ce sujet, puisqu'une partie, disons, les hauteurs d'eau des rivières sont en partie déterminées par le niveau de la mer, à marée haute, qui est associé à ces inondations. Voilà, il y a un certain nombre d'autres risques. Alors j'ai parlé des fortes pluies, oui, j'aurais pu à ce sujet des fortes pluies donner un exemple. Alors, on a été servi ces dernières semaines en termes d'études de cas, je dirais, avec la tempête Kirk cette semaine, et puis précédemment surtout, je pense à ce département, avec ce qui s'est passé en vallée d'Aspe un peu plus tôt au mois de septembre, qui était un épisode de fortes précipitations localisées, mais qui a eu des conséquences importantes sur les infrastructures, sur les habitants, sur le transport de sédiments et l'état dans lequel se sont retrouvés certains villages après cette crue. En lien avec une quantité en fait, de pluie qui est tombée sur un domaine limité, dans un temps assez court aussi, qui était pour le coup extrême. Voilà, je pense que je vais peut-être avancer un peu pour aller maintenant sur la question des impacts, et donc en fait en quoi ce changement climatique va directement concerner un certain nombre d'activités. Alors le premier que j'ai mis en premier un peu volontairement, hein, c'est pas quelque chose qui est lié aux activités humaines, c'est en fait l'impact de tout cela pour aussi le milieu naturel. La biodiversité, les écosystèmes, l'ensemble des risques, notamment de chaleur, la disparition des vagues de froid, c'est pas quelque chose dont j'ai parlé, mais c'est quelque chose qui est impactant pour un certain nombre d'écosystèmes qui sont en l'équilibre parce qu'il y a une certaine forme de sélection naturelle par des extrêmes froids. On sait que la disparition des extrêmes froids dans plein d'écosystèmes va amener une perturbation des écosystèmes parce que ça perturbe, ça modifie simplement la contrainte environnementale sur le lieu. Voilà, donc on a un certain nombre d'impacts attendus de ce changement sur le milieu naturel. On a, et c'est tout à fait lié à ça, des conséquences importantes sur l'agriculture, liées aux extrêmes de chaleur, liées à la sécheresse et au déficit de ressources en eau, liées à la nécessité d'adapter les cultures. À nouveau, l'illustration de tout à l'heure montrait un climat de type avec certaines similarités du climat basque au niveau de l'île. En fait, si on regarde les cultures actuellement dans le nord de la France, les Hauts-de-France et ici, ce n'est pas les mêmes. Et donc, on peut imaginer que ce changement-là va générer aussi un besoin de profondément revoir le type de production sur un territoire donné. Il y a évidemment des impacts sur le tourisme. Alors, bon, en étant basé à Toulouse, Météo France est basé à Toulouse, mon laboratoire,
On fait parfois des présentations pour la région Occitanie. Il est évident que pour une région très touristique en été comme le littoral méditerranéen français, notamment en Occitanie, 4 ou 5 degrés de plus en été en moyenne, il est probable que ça devienne un territoire qui n'a plus rien d'attractif en été en fait. Parce qu'avoir 40 degrés tous les jours en été, quand on est en vacances, ça n'a rien de particulièrement agréable. Donc il est possible, voire probable, qu'un réchauffement important redessine en grande partie la carte des régions qui sont attractives d'un point de vue touristique, avec tout un tas d'infrastructures à construire là où ça devient attractif et d'infrastructures qui deviennent un peu moins utiles là où ça l'est un peu moins. Globalement, il y a d'autres impacts sur les infrastructures en termes évidemment d'habitat. La contrainte de la gestion de la chaleur dans les maisons, dans les habitations, les bâtiments publics sera désormais à prendre en compte partout. Il y a des problématiques liées par exemple au retrait-gonflement des argiles avec la situation sèche dans les sols que j'ai décrite et d'autres choses liées à l'aménagement du littoral, à la gestion des inondations et la gestion de l'aménagement de l'espace en prenant en compte ces nouveaux risques. Voilà. Il y a également un sujet important sur la santé en lien à nouveau avec les extrêmes chauds et de nouvelles habitudes à créer, à construire pour une population qui sera exposée à des niveaux de chaleur dont elle n'est pas vraiment familière. Ici, j'ai listé un certain nombre de secteurs qui sont impactés par le changement climatique lui-même, en termes, et donc qui vont devoir s'adapter à un changement climatique. Mais je n'ai pas fait la liste, je laisse ça à la collègue présente ici du SGPE, tout à l'heure peut-être, des multiples secteurs qui, eux, vont être concernés et impactés par le besoin de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc un certain nombre d'activités également qu'il va falloir revoir pour réduire ces émissions. Donc ça, c'est le volet vraiment atténuation du changement climatique. Voilà. La synthèse sur ces risques proposés par le rapport du GIEC met en évidence pour l'Europe en général quatre risques clés que j'ai déjà cités. Mais je voulais simplement utiliser ce slide-là pour les mettre en avant une dernière fois. La gestion des extrêmes chauds, avec toutes les dimensions dont j'ai parlé. Les risques liés à l'agriculture et à la nécessité de transformer l'agriculture. Les risques de déficit de ressources en eau, et enfin les risques liés à des inondations. Et à nouveau, les régions côtières sont probablement parmi les plus concernées par ce risque-là. Voilà, j'ai terminé. Alors, les quelques conclusions éventuellement à retenir de cet exposé sont les suivantes. Le changement climatique est un phénomène déjà en cours. C'est un phénomène qui se produit à un rythme très rapide si on le compare à l'histoire de la planète. Le réchauffement s'intensifie et devient de plus en plus perceptible. Il va continuer à s'intensifier dans la mesure où l'humanité continue à émettre des gaz à effet de serre. Et donc, de toute façon, quels que soient les efforts locaux ou même nationaux de réduction des gaz à effet de serre, il faudra s'adapter, et il faut déjà s'adapter à un climat qui est différent. L'évolution des événements extrêmes est déterminante pour les stratégies d'adaptation, et j'ai essayé d'en mettre en avant, disons, certains qui seront particulièrement dimensionnants. Néanmoins, il y a toujours ce message, pour moi, qui est important de rappeler, y compris à la fin d'une présentation, qui est qu'il n'est pas trop tard pour chercher à réduire les émissions. On entend parfois ce message de dire, de toute façon, le changement climatique, on n'a pas réussi à réduire les émissions, maintenant c'est trop tard, c'est fini, le changement climatique est déjà beaucoup trop important. C'est pas vrai. Chaque émission supplémentaire de CO2 contribue au réchauffement futur et vient s'ajouter au réchauffement déjà là et aggraver les choses. Donc il n'est pas trop tard pour chercher à réduire les émissions et il ne sera jamais trop tard. Toute réduction d'émissions est bonne à prendre, elle est pertinente. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Eh bien, on va quand même vous remercier aussi, Aurélien Ribes. Merci de vous être fait le porteur de ces messages difficiles à entendre, mais nécessaires. Et merci aussi d'être venu, je crois, de Toulouse en train et en vélo. Un vélo dans le train. Chaque geste compte et vous l'avez aussi montré ce soir. Évidemment, comme toute la semaine, on va passer à la séance de questions du public. Je vois déjà des mains qui se lèvent et alors on va faire passer des micros. Je vais le faire moi-même. Ah voilà, pardon, il y avait déjà une personne là-bas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Première question concernant la circulation
océaniques dans l'Atlantique. Est-ce que, j'en ai pas vu, j'ai pas vu ce paramètre. Est-ce que ça peut être un facteur aggravant par rapport au réchauffement climatique, voilà, et par rapport à l'Europe? Merci. Bon, très bonne question, j'en ai pas parlé. Donc effectivement, dans le climat passé, il y a dans l'océan Atlantique Nord un courant important, alors qu'on appelle souvent à tort le Gulf Stream. Le Gulf Stream, c'est un petit peu différent, mais en tout cas des remontées d'eau chaude des régions tropicales vers l'Europe et en fait même vers l'Arctique, qui apportent des eaux chaudes et donc qui contribuent à apporter un peu de chaleur, notamment à la douceur du climat de l'Europe de l'Ouest en hiver. On sait que du fait du changement climatique, une partie seulement de cette circulation pourrait être menacée en lien avec des changements dans l'Arctique et notamment une fonte importante de la banquise arctique. Bon, néanmoins, les 2 tiers de cette circulation, du Gulf Stream notamment, ne sont pas du tout liés à ce qui se passe dans l'Arctique, ils sont liés, c'est un courant océanique lié à la rotation de la Terre, et ça, c'est pas menacé. Donc, on n'entend pas un effondrement de l'apport de chaleur de l'océan Atlantique Nord, on attend éventuellement une diminution de cette circulation, de l'intensité de ce transport de chaleur par l'océan. Et cette diminution, elle est de nature effectivement à contrebalancer une partie du réchauffement, mais elle se produit dans un contexte de réchauffement important. Donc on a une compétition entre 2 effets, et il est possible qu'une partie de l'Atlantique Nord, une petite partie de l'Atlantique Nord, en plein milieu du bassin, au large de la pointe sud du Groenland, en gros, pour être précis, ne voit pas du tout de réchauffement climatique. Parce que dans cette région-là, la diminution de l'apport de chaleur par l'océan pourrait compenser le réchauffement lié aux gaz à effet de serre. Pour la France et l'Europe de l'Ouest, ça a été très médiatisé à une époque, cette hypothèse, avec un film, Le jour d'après, Catastrophe, dans lequel tout d'un coup, il se met à faire très froid sur l'Europe de l'Ouest. Alors au passage, vous noterez que si on dit au public, au lieu de dire il va faire très chaud, on lui dit il va faire très froid, alors là, le ressenti est complètement différent. Là, tout de suite, ça fait peur. Mais en fait, non, c'est pas ça qui va se passer. Ce à quoi on s'attend désormais, c'est un réchauffement dans nos régions en hiver qui est un petit peu plus limité que dans d'autres régions de la planète, et notamment qui est un peu plus faible que ce qui sera en été, en lien avec cette réduction du transport de chaleur dans l'Atlantique Nord. En aucun cas, c'est un refroidissement, et en aucun cas, c'est un refroidissement même en hiver. Pour donner des chiffres, dans l'hypothèse de la TRAC, là, 4 degrés de réchauffement en moyenne annuelle sur la France. En gros, c'est 3 degrés et demi en hiver, et c'est plutôt 5 degrés en été. Voilà. Merci. On a une autre question. Bonjour. Ah, et avec un micro peut-être à allumer, mais ne vous occupez de rien, peut-être c'est au niveau de la régie, allez-y. Coucou. C'est bon. Bonjour. J'ai souvent lu que la montée des eaux de la mer était plutôt liée à la fonte des glaciers plutôt qu'à la fonte des calottes glaciaires. Le principe est simple, quand on fait fondre un glaçon dans un verre et qu'on a à côté un verre au même niveau, on garde le même niveau. Donc, est-ce que ces gros glaçons, antarctiques, quand ils fondent, provoquent une montée des eaux, ou est-ce que c'est lié plutôt au glacier ou à la dilatation de l'océan? Alors, la hausse du niveau de la mer actuelle et passée, il y a 3 phénomènes en fait qui rentrent en compte. Le premier, c'est la dilatation thermique de l'océan. Même sans fonte de glace, l'océan se réchauffe, et en se réchauffant, il gonfle. Il gonfle pas beaucoup, mais en fait, quelques millimètres ou centimètres de hausse du niveau de la mer par rapport à un océan qui, en moyenne, fait plusieurs kilomètres de profondeur, c'est pas beaucoup. Mais simplement pour nous, ça se voit de façon importante. Ensuite, il y a la fonte de tous les glaciers de montagne. On distingue souvent les glaciers de montagne des autres glaciers, à savoir les calottes. Donc les glaciers de montagne, c'est bon, il y a ceux des Pyrénées qui fondent, je l'ai démontré, mais bon, les Pyrénées, ça pèse pas grand-chose. Hein. En fait, les Alpes, ça pèse pas grand-chose non plus, c'est tout petit. Ce qui pèse un peu, l'Himalaya, le nord des Rocheuses, Alaska, Canada, et puis surtout tout un tas d'îles qui sont périphériques de l'Arctique et de l'Antarctique, qui sont des petits territoires, mais sur lesquels il y a des grosses quantités de glace. Et ensuite, il y a 2 calottes glaciaires. Alors, les calottes glaciaires, il y en a 2 actuellement sur Terre, le Groenland et l'Antarctique. Il ne faut pas confondre ça avec la glace de mer. Donc, la glace de mer, c'est la banquise. Ça, c'est de la glace qui est à la surface de l'océan. Elle flotte sur l'océan.
la fonte de la banquise, et la banquise d'abord c'est très peu épais, hein, c'est quelques mètres d'épaisseur, c'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup de glace. Elle flotte sur l'océan. La banquise peut fondre, ça ne va pas faire bouger le niveau de la mer. Par contre, les calottes glaciaires, elles ne se flottent pas à la surface de l'océan, elles sont posées sur un socle continental, à nouveau, au Groenland et en Antarctique. Et là, ce n'est pas quelques mètres d'épaisseur de glace, c'est quelques kilomètres d'épaisseur de glace, de l'ordre de 3 à 4 km d'épaisseur de glace. Donc là, le volume de glace, il est beaucoup plus grand. Et c'est la raison pour laquelle ça pèse aussi lourd en termes de nombre de mètres de niveau de la mer possible. Et donc les résultats récents, et notamment des observations par satellite, indiquent que ces grandes calottes Groenland et Antarctique, dont on pensait au départ qu'elles seraient insensibles à un petit niveau de réchauffement, elles ont déjà commencé à fondre en fait. Donc ça, on sait que c'est déjà en cours. Elles ont déjà contribué à la hausse du niveau de la mer observée jusqu'en 2020. Et elles vont continuer et en prenant une part en fait de plus en plus prépondérante dans la hausse du niveau de la mer totale. Hein. C'est vraiment, dans les chiffres que j'ai montrés là pour 2300, à long terme, c'est vraiment la fonte des calottes qui est importante. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, monsieur, le micro est déjà là. Oui, moi je voulais savoir quel est le rôle joué par la chaîne des Pyrénées dans le réchauffement climatique. Enfin, quel impact ou qu'est-ce que les chaînes des Pyrénées, qu'est-ce que ça donne au milieu de... Oui, alors, est-ce que la question c'est, voilà, disons, comment le réchauffement va se manifester, va impacter tout ce qu'il y a comme activité au niveau de la chaîne des Pyrénées, ou si c'est vraiment le rôle de la chaîne des Pyrénées sur le changement climatique? Plutôt la première, ouais. Plutôt la première, ouais. C'est ça. En fait, alors, en région de montagne, quels sont les faits frappants? Donc, j'ai parlé un peu de fonte des glaciers, ça reste un élément peu structurant du paysage des Pyrénées. Il faut penser à la la réduction importante de l'enneigement en hiver. Il faut y penser parce que d'abord c'est un des déterminants importants du paysage, mais aussi en termes d'activité humaine en montagne et d'économie des vallées, c'est quelque chose de très important. Il est évident que dans les Pyrénées, comme d'ailleurs dans les Alpes, un certain nombre d'infrastructures liées au sport d'hiver vont être menacées dans le futur, parce que au lieu de tomber de la neige, il va tomber de la pluie. Et c'est déjà en partie des choses qu'on peut observer certaines années. En fait, en montagne, le réchauffement tend à être un peu plus fort qu'en plaine. Il y a une amplification par l'altitude. Et ensuite, on peut s'attendre évidemment à la remontée d'un certain nombre d'espèces liées au fait que, si on raisonne en termes de forêt, par exemple, les espèces qui sont en bas des vallées ou à mi-altitude vont pouvoir désormais avoir accès à des étages supérieurs. Mais il y a des difficultés en montagne, qui est que dans les étages supérieurs, par exemple dans les Pyrénées, il y a beaucoup d'endroits où ça a été des glaciers au quaternaire, on trouve des moraines et des cailloux, il n'y a pas de sol en fait. Donc il y a une difficulté pour un certain nombre d'espèces qui sont actuellement présentes dans un étage intermédiaire de gagner un étage supérieur sur ce type de milieu parce qu'il va falloir créer un sol. Et ensuite, de façon plus générale, j'ai envie de dire, la plupart des impacts que j'ai mentionnés ici, l'intensification des sécheresses, l'intensification des fortes précipitations, à nouveau je pense que vraiment l'événement Vallée d'Aspe il y a quelques semaines, c'est un très bon exemple, et l'intensification des pics de chaleur sont parmi les déterminants principaux du changement climatique en montagne. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Je vois une main là-bas au fond de la salle. Le temps que le micro arrive, je vais en poser une aussi. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer sur le front du climato-scepticisme? Vous êtes bien placé, vous, à Météo France, pour peut-être répondre à cette question. Vous nous disiez en début de présentation, que les faits sont là, que les chiffres parlent, mais on sait bien que les choses ne sont pas si simples parfois dans l'opinion ou dans une certaine partie de l'opinion. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer aussi sur ce front-là? C'est pas la question la plus facile. Je dirais que sur ce front-là, on peut se demander si les faits sont là. Dans le sens où, alors on a maintenant en France un certain nombre d'enquêtes qui sont faites régulièrement pour suivre en fait l'état des connaissances, des opinions. On peut parler d'opinion, je pense ici, sur le changement climatique. Et de façon assez frappante, la fraction climato-sceptique dans notre pays, et c'est vrai dans d'autres pays du monde occidental en tout cas, ne baisse pas. On pourrait penser que des séquences j'ai presque envie de dire d'actualité climatique comme on en a eu là depuis 2 ans. Bon, 2022, l'été 2022 en France a été assez remarquable pour plein d'impacts. En 2023, on a eu ces températures en moyenne planétaire qui ont vraiment battu tous les records. Et en fait, malgré ces faits qu'on pourrait penser accablants,
perdure une fraction importante, hein, c'est plusieurs, de mémoire, c'est entre 30 et 40% à peu près de gens qui rejettent ces faits scientifiques. Voilà, donc il y a un côté, évidemment, en tant que scientifique, il y a un côté pas satisfaisant à ça, bien sûr, parce que ça veut dire que quelque part, nos messages n'y passent pas. Alors, c'est à l'image d'autres choses hein, qu'on observe dans la société plus généralement, je pense, de polarisation et de communautés qui tendent à avoir de plus en plus de difficultés à se parler et à communiquer. Et puis évidemment, il y a ce caractère frustrant aussi de faire des animations comme celle d'aujourd'hui, Semaine Climat, magnifique animation, mais dans laquelle probablement la plupart des gens que vous avez pu toucher et attirer sont déjà des gens qui sont très sensibilisés à ces questions-là, donc qui continuent à se former et à progresser, c'est super, mais en fait on ne touche pas une autre partie de la population qu'on aimerait toucher. Bon, c'est au moins ça. Voilà. Et on continue du coup. Merci pour cette réponse. Monsieur au fond de la salle. Oui, il y a 2 points d'impact que vous soulevez. Il y a les inondations, donc plus d'eau, et il y a la pénurie d'eau, donc moins d'eau. Sachant que depuis, si je ne me trompe pas, sur la planète, depuis 4,5 milliards d'années, on a la même quantité d'eau sur la planète. Alors, la quantité d'eau sur la planète, si on regarde la quantité totale d'eau sur la planète, ça on est d'accord, ça ne bouge pas. Par contre, la quantité de pluie qui tombe à un endroit donné, ça change en fonction du climat, et ça change beaucoup. Et même la distribution de l'eau, par exemple, sous forme de glace, change beaucoup. Si on ne regarde pas très très loin dans le temps, il y a 20 000 ans, les périodes glaciaires précédentes, on avait des calottes glaciaires à l'image du Groenland ou de l'Antarctique actuel, des kilomètres d'épaisseur de glace dans le nord de l'Europe et sur une grande partie de l'Amérique du Nord. Donc ça change beaucoup. Le régime des précipitations varie aussi. Par exemple, il y a 5000 ans, on avait toute une partie du Sahara qui était vert, parce qu'il y avait plus d'eau qui tombait là à ce moment-là, dans le climat de cette période-là. Donc le régime des pluies peut changer. Alors, effectivement, vous avez raison de souligner ce caractère un peu paradoxal du fait qu'il y a à la fois un risque de plus grande inondation et un risque de plus grande sécheresse. Ça, vous faites vraiment bien de le pointer. Il y a plusieurs raisons derrière ça. D'abord, c'est que les précipitations deviennent en partie plus variables dans un climat plus chaud. J'ai expliqué déjà l'augmentation attendue des précipitations en hiver, donc à une période où notamment je pense sur ce territoire, on a les problèmes d'inondation les plus sévères, et la diminution des précipitations en été. Néanmoins, une partie de l'intensification des sécheresses qui est attendue et dont j'ai parlé, c'est pas tellement piloté par la diminution de la pluie, en fait. C'est piloté par l'augmentation de la température qui accroît l'évaporation, y compris l'évapotranspiration par les végétaux, et donc qui induit des sols plus secs, même si la même quantité de pluie tombe. Il y a un effet d'assèchement du sol, en fait, et c'est pour ça qu'en fait, on fait attention souvent à parler de sécheresse. Là, j'ai parlé tout à l'heure de sécheresse au sens du GIEC agricole. Ce qui compte, c'est la quantité d'eau dans le sol. C'est ce qui compte pour une bonne partie de la végétation et des cultures. Et sous cet angle-là, on a un effet asséchant du fait d'avoir des températures plus élevées, même si la quantité de pluie reste inchangée. Mais en l'occurrence, dans notre région, on s'attend aussi à une baisse nette des quantités de pluie en été, et donc c'est ce qui vient rajouter à l'assèchement des sols en été. Merci, on va arrêter là, sauf s'il y a vraiment une question